Mayuri Kurotsuchi est l'un des personnages les plus fascinants de l'univers de Bleach. Excentrique, parfois cruel et témoignant d'un sens moral plutôt ambigu, le capitaine de la 12e division ne manque jamais l'occasion de crever l'écran à chacune de ses apparitions, et vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'il s'agit de mon personnage préféré dans Bleach. En sachant ça, on me demande parfois en commentaire les raisons de ce choix, puisque même s'il est populaire, c'est vrai qu'en France, c'est pas forcément le perso qui revient le plus souvent en haut des classements de popularité. Du coup, dans cette vidéo, je vais tâcher de vous expliquer pourquoi Mayuri est selon moi le meilleur personnage, en revenant sur certains de ses moments clés et sur son développement tout au long de l'œuvre. Mais avant ça, je vous invite comme toujours à claquer vos bankai sur le bouton like pour soutenir la passion de Bleach, et aussi à vous abonner si vous voulez pas rater les prochaines vidéos. Quoi qu'il en soit, pour commencer, il faut s'intéresser à ce qu'on sait sur le passé de Mayuri. Et pour ça, on peut se baser sur les révélations récentes de Tite Kubo, qui nous confirment bel et bien qu'il faisait partie d'une équipe de scientifiques menée par Shutara, avant d'être enfermé à cause de sa dangerosité potentielle. On savait que ces deux Shinigami avaient un passif, mais là c'est un peu plus clair, et ça confirme que Mayuri menait sûrement déjà des recherches problématiques à l'époque, qui lui auraient valu son emprisonnement préventif. Et juste cette histoire d'emprisonnement, c'est quelque chose que je trouve particulièrement intéressant. Parce que même s'il a été considéré dangereux par les instances de Soul Society, on sait bien qu'il a rien fait de concret comme le confirme Kisuke au moment où il va le chercher. Mais pourtant, il est traité comme un monstre enfermé à l'abri des regards, et qui n'a droit à aucune liberté. Juste parce que certaines personnes ont décrété qu'il était dangereux, sûrement par peur du progrès et des avancements que pourraient apporter les scientifiques. Parce que même s'il y avait déjà des recherches et des scientifiques à Soul Society quand Shutara gérait la 12e division, c'est pas avant l'avènement de Kisuke en tant que capitaine qu'on verra la création d'un département de recherche officiel au sein du Seireitei, dont Mayuri héritera du commandement après l'exil de son bienfaiteur. Et on voit bien pendant les différents événements du manga à quel point ce département est vital, tout comme le personnage de Mayuri qui sera plus d'une fois indispensable, en tant que scientifique d'une part, mais aussi en tant que combattant au style unique. Cette double casquette est d'ailleurs un autre aspect du personnage qui me plaît beaucoup, et on aura l'occasion d'en reparler. Mais pour revenir sur son emprisonnement que l'on peut considérer comme une injustice, je dirais que ça permet de mieux comprendre la psychologie du personnage, et pourquoi il a si peu de considération pour la vie des autres. En sachant qu'il a été traité de la sorte, son caractère et son dédain envers les instances du Seireitei font sens, même si c'est évident qu'il dépasse parfois les bornes et que certaines de ses actions sont inhumaines. Mais franchement, le voir parfois recadrer certains de ses confrères, y compris Yamaji à un certain moment de l'arc final, c'est vraiment jouissif quand on se rappelle d'où vient le perso et la condition de paria qui était la sienne. D'autant plus que cette fameuse histoire d'emprisonnement survient à un moment bien particulier, et ce n'est pas du tout la première entrée en matière du personnage, qui jusque-là était grandement défini par sa cruauté. Le fait de placer cette histoire durant les flashbacks de Turn Back the Pendulum permet donc d'adoucir encore un peu le scientifique, qui durant son apparition face à Zayel semble déjà totalement différent. Et ça c'est à cause d'un point clé selon moi, son combat avec Uryu, qui a permis de le faire évoluer et qui a causé une remise en question évidente chez lui. Durant l'arc Soul Society, on peut considérer plusieurs camps chez les capitaines, ceux qui prennent au final le parti des Ryoka et ceux qui cherchent à les arrêter par tous les moyens. Et Mayuri fait d'abord partie de la deuxième catégorie, puisqu'il va tenter de stopper Uryu dans un combat exceptionnel. Comme je le disais, ce combat nous montre les côtés les plus affreux de Mayuri, dépeint comme l'archétype même du scientifique fou, n'ayant d'intérêt que pour ses recherches et aucune considération pour la vie des autres. Le gars sacrifie ses soldats, défonce sa vice-capitaine avec plaisir, la traite comme un outil, fait subir à Uryu les pires atrocités aussi bien sur le plan physique que mental, et en plus sa façon de combattre est indigne en plus d'être grotesque. Même si perso je trouve que c'est un régal de le voir faire des dingueries avec son corps modifié. Mais ce qui compte ici c'est que ce personnage aux aspects démoniaques sera mis en échec et humilié par un simple gamin Quincy, une race qu'il jugeait pourtant inoffensive et qu'il croyait connaître sous tous ses aspects. Et je vous disais qu'on pouvait considérer qu'il y a deux camps chez les capitaines dans cet arc, mais en réalité on peut même en compter trois. En plus des deux déjà mentionnés, on peut aussi parler de ceux qui ne suivent que leur instinct et leur propre morale. Et c'est bien sûr le cas de Mayuri, puisqu'il est le seul à ne pas prendre part à la suite des événements, alors qu'il préfère méditer sur son sort après avoir repris des forces. Après avoir entendu l'annonce de la trahison d'Aizen, il dira même à Nemu qu'il en a rien à faire de leurs histoires, et ne réapparaîtra plus après ça. Ce passage, bien que très court, est important pour le perso, car on comprend alors que son apparence n'est évidemment pas naturelle, mais on voit surtout que sa défaite a provoqué un choc. Et tout ça nous ramène donc à l'arc à rencard, où Mayuri prend une toute nouvelle dimension. Genre c'est dans cet arc qu'il devient un personnage incontournable à mon avis. Désormais il est dans le camp allié, et même s'il reste un malade mental, il semble quand même un peu plus altruiste. Pour le vérifier c'est simple, il suffit de voir ses interactions avec Nemu, qui n'ont rien à voir avec l'arc précédent. Cette fois fini les coups de latte et les patates de forain, et attention je dis pas que c'est devenu un saint, mais il est quand même un peu plus sympa avec elle. Pareil, il soigne Uryu et Renji après le combat et fournit même d'importantes infos et du matériel au jeune Quincy. Ce qui n'est quand même pas négligeable et nous montre bien qu'il s'est calmé un peu après la rouste qu'il a prise. Par contre, ça va pas être la même pour Zayel comme vous le savez. Et j'ai envie de dire que quand on parle de Mayuri, mieux vaut être dans son camp que dans le camp adverse, puisque les ennemis qu'il affronte passent en général de très mauvais moments. L'Espada numéro 7 sera ridiculisé par le capitaine, dans ce qu'on peut considérer comme un combat de savants opposant deux visions radicalement différentes de la science. Et c'est réellement dans cet affrontement que Mayuri prend toute son envergure, alors que Tite Kubo, en s'inspirant du mythe du Baphomet pour symboliser la psychologie et la façon d'être du personnage, nous fait comprendre plus clairement sa vision du capitaine de la 12e.
Si vous avez lu le manga, vous vous rappelez sûrement de cette planche au début du chapitre 306, qui nous montre Mayuri avec une tête de bouc et des cornes. Ceci est en fait la représentation du Baphomet, une entité qui fut vénérée par les chevaliers de l'ordre du Temple. On va pas refaire l'histoire, mais en gros les Templiers étaient un ordre religieux composé de chevaliers à l'époque du Moyen-Âge, et qui furent accusés notamment d'hérésie et d'idolâtrie. En effet, cet ordre s'était mis à vénérer l'idole de Baphomet, dont les origines remontent à la Bible. Et il y aurait beaucoup de choses à dire sur tout ça, mais on va se concentrer sur ce qui est en lien avec Mayuri. Déjà, le fait que cette idole était vénérée par un ordre qui fut jugé et condamné en tant qu'hérétique fait un peu penser au passé de Mayuri, emprisonné car il ne rentrait pas dans le moule d'une certaine manière. Mais le plus intéressant, c'est les notions de voix de la main gauche et voix de la main droite. Dit comme ça vous dit sûrement rien, mais c'est en fait un concept ésotérique occidental mettant en opposition deux approches différentes de la magie. Et tout ça, il se trouve que c'est aussi lié au Baphomet, mais laissez-moi vous expliquer plus clairement. Si vous voulez, la voix de la main droite représenterait l'usage de la magie pour le bien, là où celle de la main gauche représenterait le mal. Mais c'est plus compliqué que ça, et là où c'est intéressant, c'est que tout ce qui concerne la voix de la main gauche représente parfaitement le personnage de Mayuri. Déjà, cette voix est très souvent symbolisée par l'icône du Baphomet, encore une fois, et on nous dit que ces adeptes sont ceux qui rejettent les conventions sociales, qui ont peu de sens moral et qui n'ont que faire des dogmes et des règles établies. Rien que ça, c'est déjà pas mal, et on fait vite le lien avec Mayuri. Mais le pire, c'est que les adeptes de la main gauche sont aussi dépeints comme des personnes sans tabou, qui n'ont aucune gêne en ce qui concerne la sexualité et qui l'adoptent même lors de rituels magiques. Et bien entendu, ça doit vous faire penser à cette fameuse scène où, pour remettre Nemu sur pied, le capitaine procède à un acte très mystérieux qu'on ne décrira pas ici. Comme quoi, en plus d'être drôlement gênante et bien à l'image de Mayuri, cette scène ne sort pas complètement de nulle part. Mais en plus de tout ça, le Baphomet est aussi un symbole de fécondité, de fertilité. Et c'est encore une fois des notions qui font directement penser au personnage de Mayuri, dont le rêve ultime est de réussir à donner naissance à un être artificiel autonome. En somme, son but en tant que scientifique est de créer la vie, ce qui est assez paradoxal quand on sait qu'il n'a que peu d'intérêt pour celle des autres. Et c'est aussi un des points attrayants du perso selon moi, qui insiste encore un peu sur le fait qu'il se fiche complètement des normes sociales. Mais on peut aussi mettre cette histoire de fécondité en parallèle avec Zahel Aporo, qui est aussi un pervers bizarre et qui possède la capacité de renaître au sein du corps de ses ennemis, sans parler du fait que sa résurrection s'appelle le fornicateur, ou qu'en tant qu'Arankar, son trou holo se situe au niveau du gland. Du coup, tout le symbolisme autour de cette figure du Baphomet lors du combat entre Mayuri et Zahel est parfaitement dans le thème, sans parler du fait que ça fait aussi écho à la suite et au combat qu'aura livré Mayuri face au Quincy. Parce que oui, dans l'arc final, le capitaine de la 12e affronte encore un maniaque pervers, symbole de la voix de la main gauche, en la présence de Gigi, mais aussi, la main gauche du roi des esprits, littéralement. Donc vous voyez, c'est pas des conneries et tout ça n'est pas dû au hasard. Surtout que pour certains, la différence entre la voix de la main gauche et la voix de la main droite réside aussi dans le fait d'accepter ou non l'existence d'un dieu auquel on devrait se soumettre. Et ça me fait clairement penser à un des questionnements majeurs dans Bleach, au cœur des conflits idéologiques entre Urahara et Aizen, ou encore Yua et Ichibei. En gros, faut-il suivre l'ordre établi et respecter la volonté du roi des esprits, ou faut-il aller à son encontre afin de créer un monde nouveau? Et à mon avis, même cette question est sans grande importance pour Mayuri, à partir du moment où il peut continuer ses recherches au calme sans être emmerdé. Tout ça pour dire qu'avec l'arc Arankar, on a vraiment tout ce qui fait le sel du personnage. Et bien entendu, ce côté marginal taré qui en a rien à foutre et qui n'a Dieu que pour ses recherches, c'est quelque chose que j'adore. Surtout avec tout le symbolisme autour et la manière dont Tite Kubo met ça en scène dans le combat face à Zahel. Et encore, j'ai même pas évoqué le dialogue de Mayuri sur la perfection, qui comporte certaines des répliques les plus mythiques du manga, alors que le capitaine affirme que quelque chose de parfait n'a aucun sens du point de vue scientifique, étant donné que la perfection ne nécessite plus aucune recherche, plus aucun travail. C'est donc par essence l'ennemi numéro 1 du scientifique, car si celui-ci atteignait la perfection, il n'aurait alors plus aucune raison d'être. Et comment ne pas kiffer le perso après cette masterclass magnifiquement conjuguée à sa cruauté légendaire? Là, il met pas juste des coups de pied gratuits à sa vice-capitaine parce qu'il est méchant. C'est bien plus profond que ça, et sur le moment, ça lui donne réellement une aura incroyable, menaçante, dérangeante et dénuée de toute empathie. Enfin bon, maintenant qu'on a dit tout ça, il est temps de parler plus en détail de l'arc final, là où Mayuri devient sans conteste un des MVP du camp Shinigami. Sans son soutien et son expertise scientifique, on peut quasiment garantir que le Seireitei aurait rapidement perdu la bataille. Mais il s'illustre aussi au combat aux côtés de Nemu, qui cette fois développe enfin tout son potentiel. Il a aussi l'occasion de travailler à nouveau avec Urahara et ça donne des interactions très marrantes, étant donné que les deux ont une relation assez bizarre. Mayuri ne le voit pas du tout comme un sauveur ou un bienfaiteur, mais plutôt comme un rival en réalité, un scientifique de génie qu'il souhaite dépasser. Et un truc que je regrette, c'est que les deux n'aient pas pris part à un combat ensemble. Honnêtement, ça aurait pu être une masterclass de les voir à deux contre Askin ou Pernida. Mais on peut pas tout avoir et qui sait, on verra peut-être ça dans un éventuel arc en fer. Mais revenons sur ces combats, avec pour commencer celui avec Gigi, qui encore une fois insiste sur le côté cruel du capitaine, qui n'hésite pas à se servir d'Arankar réanimé en tant que soldat esclave. Et le plus stylé dans tout ça, c'est le fait qu'ils parviennent à voler les capitaines zombifiés par Gigi avant de la mettre hors d'état de nuire. J'aime beaucoup ces passages car même si à la fin ça s'avère être une bonne action et qui sauvera la vie des capitaines par la suite, sur le coup il n'hésite pas à les intégrer à sa section de morts-vivants et à tester des drogues de fous furieux sur eux. Regardez le pauvre Itsugaya, la face qu'il a pris, le pauvre. Non franchement, les passages comme ça je kiffe trop. Avec Mayuri qui sort des phrases en mode t'inquiète, c'est pour le bien du Seireitei.
Mais parlons maintenant de l'ultime combat face à Pernida, dans lequel Mayuri met en avant tout son potentiel de guerrier scientifique, dans un match mortel face à la main gauche de la divinité suprême du monde de Bleach, le roi des esprits. On a déjà beaucoup parlé de ce combat sur la chaîne, mais si pour moi il est génial, c'est déjà parce que c'est à nouveau un combat où Mayuri est grandement mis en difficulté, malgré l'utilisation de ses plus puissants stratagèmes et techniques. Dans ses combats face à Zayel et Gigi, il a jamais vraiment été inquiété, mais là c'est une toute autre histoire et on n'avait pas vu ça depuis le combat avec Uryu. Sauf que là, les circonstances n'ont rien à voir, et la fascination presque hystérique de Mayuri pour son adversaire fait aussi partie des trucs qui me font trop kiffer le combat. En plus de ça, c'est ici qu'il nous dévoile son Bankai modifié, un point qui fait encore une fois écho à la notion de fécondité et l'envie de créer la vie, puisque ce Bankai a la capacité de donner naissance à une nouvelle version de lui-même, capable de contrer spécifiquement les pouvoirs de ses adversaires. Encore une fois, c'est un pouvoir qui définit parfaitement le personnage, et en plus, il l'obtient pas comme les autres Shinigami obtiennent de nouveaux pouvoirs. Comme d'hab, il fait rien de conventionnel, et même sa relation avec son Zanpakuto est très spéciale, étant donné qu'il est à même de le modifier directement grâce à ses connaissances scientifiques. Et profitons de ça pour mentionner un peu les inspirations en lien avec ce Zanpakuto, que l'on connaît sous le nom d'Ashizogi Jizo. En français, ça veut tout simplement dire Jizo trancheur de jambes. Mais c'est quoi un Jizo ? Ben à la base, dans les croyances bouddhistes, c'est un sage qui aurait atteint l'éveil, mais qui aurait choisi de rester parmi les hommes pour les sauver de leurs souffrances. Si vous ne le savez pas, pour faire simple, dans le bouddhisme, ceux qui atteignent l'éveil peuvent se soustraire au cycle du samsara, qui est un cycle infini de vie et de souffrance, dont s'est beaucoup inspiré Tite Kubo pour le cycle des âmes dans Bleach. Caractérisé par son altruisme, ce sage aurait donc fait le serment d'attendre que les enfers soient entièrement vidés de toute âme avant de devenir Bouddha. Genre en gros, son but était que chaque âme atteigne l'éveil, autrement dit un état de sagesse suprême qui est aussi pas mal référencé dans le manga, notamment à travers le personnage d'Aizen. En gros, c'est une figure bienfaitrice, mais aujourd'hui dans les croyances populaires japonaises, le Jizo fait aussi référence à des statues au visage enfantin qui feraient office de protecteur des enfants et des faibles. C'est donc comme je disais un symbole populaire et bienveillant qui contraste grandement avec le caractère de Mayuri, ça vous l'aurez bien compris. Lui donner un sabre évoquant le nom de Jizo montre donc encore une fois la volonté de proposer un personnage ambigu et immoral, qui en quelque sorte détourne un symbole bienveillant et protecteur pour en faire une arme mortelle et annonciatrice de souffrance. Et puis comme j'ai dit, le Jizo est aujourd'hui connu en tant que protecteur des enfants, d'où le design du Bankai avec la grosse tête de bébé malaisante. D'ailleurs on peut se dire que le choix du Jizo est aussi là pour représenter cette histoire de fécondité dont on parlait, ce qui est parfaitement cohérent en plus de montrer que ces designs ne sont pas dus au hasard. Mais pour revenir au combat face à Pernida, ici le Zanpakuto de Mayuri sera sans effet, et c'est finalement sa création ultime, Nemu, qui en perdant la vie leur permettra de l'emporter. Avec ça on peut considérer que c'est la victoire de la science sur le divin. Et c'est une belle revanche pour Mayuri qui à la base était considéré comme un dangereux paria n'ayant pas sa place dans la société. C'est d'ailleurs ironique de se dire qu'au final, il a été l'un des membres les plus cruciaux du Gotei dans cette guerre, et que ses connaissances scientifiques ont permis de sauver plusieurs vies, alors qu'elles lui avaient valu l'isolement des centaines d'années auparavant. Et il faut aussi que je parle du petit passage avec Zayel, puisqu'avec la mort de Nemu, on a droit au retour de l'Espada qui se manifeste à travers une hallucination, comme pour se moquer de Mayuri. D'après lui, le capitaine avait commencé à se dire que Nemu avait atteint la perfection, une erreur qu'il lui avait pourtant reprochée par le passé. Mais à mon avis, c'est surtout le choc de la perte de Nemu qui sur le coup rend Mayuri un peu désespéré, même si au final il ne nie pas les dires de Zayel. On peut considérer, quoi qu'il en soit, que cette hallucination lui a permis de reprendre ses esprits. Et malgré la mort de celle qu'il considère comme sa fille, l'éveil de son potentiel à la toute fin est la preuve de l'aboutissement de son travail. D'ailleurs, on a à travers ce combat l'évolution finale de la relation entre les deux, qui à la fin combattent main dans la main malgré les réticences du capitaine au début. Et un truc marrant à noter, c'est que si on considère que Mayuri souhaitait que Nemu se rebelle et agisse d'elle-même depuis le début, on dirait qu'au moment où elle le fait, il s'acharne à vouloir l'en empêcher, comme pour la protéger, ce qui est paradoxal quand on voit comment il a pu la traiter par le passé. En tout cas, ces interactions entre Mayuri et Nemu lors de ce dernier combat, c'est quand même l'aboutissement de quelque chose, qui contraste grandement avec leurs interactions passées et qui permet enfin de comprendre les vraies origines de la vice-capitaine. Après le combat, Mayuri considérera d'ailleurs avoir surpassé Urahara en tant que scientifique. Et même si on peut pas l'affirmer réellement et qu'on s'en fout dans le fond, c'est encore une fois assez drôle de se dire que ses dernières pensées avant de s'endormir après le fight aillent à celui qu'il affirme détester. Mais en vrai, c'est un peu la seule personne qu'il considère comme son égal, ou plutôt comme quelqu'un qui lui ressemble sur certains points. Et ce sont toutes ces ambiguïtés qui, selon moi, font de Mayuri un personnage vraiment trop stylé à voir évoluer, qui incarne parfaitement le rôle du capitaine à la morale parfois douteuse mais qui n'est pas malveillant pour autant. Ou en tout cas, il ne l'est plus réellement après son combat avec Uryu. Mais bon, à ce stade, il pouvait que s'améliorer, j'ai envie de dire. D'ailleurs, à travers lui, j'ai un peu le sentiment que Kubo essaye de montrer que les marginaux et tous ceux qui ne rentrent dans aucune case peuvent aussi à leur manière apporter leur pierre à l'édifice de la société. Et c'est quand même cool comme message, même si c'est juste mon interprétation au pif. Et le meilleur symbole de ça, ce sont les remerciements d'Itsugaya et des officiers de la 11e après le combat, qui ont vraiment un goût particulier et qui témoignent d'un grand respect pour le meilleur perso de Bleach. Et bien sûr, il y aurait encore plein de points à aborder pour expliquer pourquoi j'aime ce perso. Mais bon, ça reviendrait à énumérer toutes ces apparitions au final et c'est pas le but.
Mais je vais quand même mentionner la discussion avec Yamaji au début de l'arc final, parce que c'est quand même du lourd. Et on apprend ici que Mayuri, en plus de s'octroyer le droit de mettre le commandant face à ses erreurs passées, s'est permis de supprimer des âmes au Rukongai sans autorisation, afin de réguler la balance des âmes mise à mal par les Quincy. Encore une fois, le gars en a rien à faire des normes et de la morale, même si pour le coup il agit pour le bien de tous malgré son manquement aux règles. D'ailleurs il affirme que tout ça aurait pu être évité si Yamaji avait pris au sérieux ses menaces quant au retour éventuel des Quincy. Mais il les a ignorées à l'époque et il est le seul responsable de la situation, en plus de ne pas avoir pu tuer Yua définitivement par le passé. Tout ça montre encore que le système dont Yamaji est le symbole n'a définitivement plus lieu d'être. Et en plus, si Mayuri avait agi conformément aux règles, il aurait pu être tenu pour responsable principal en cas de problème. Et je me rends compte que j'ai même pas parlé de son design, qui est de loin le plus atypique parmi les capitaines, et aussi celui qui change le plus. D'ailleurs c'est lequel votre préféré, parce qu'il y en a plein et c'est dur de choisir. Même si perso j'ai une préférence pour le Mayuri divin et sa tenue solaire. Donc ouais, son design est évidemment un point fort à mes yeux, même si je sais qu'il plaît pas à tout le monde. Mais son excentricité vestimentaire est aussi ce qui fait son charme, on va pas se mentir. Pareil, son Zanpakuto lui convient parfaitement, et il dégage via son apparence la même aura bizarre que le capitaine quand il s'apprête à faire une dinguerie. Et en vrai, j'ai trop hâte de voir le combat contre Pernida dans l'animé, parce que là c'est un florilège de technologie qui nous est proposé et ça va être trop stylé de voir tout ça prendre vie. Mais on n'en est pas encore là et je pense pas qu'on verra ça avant la 4ème et dernière partie, puisqu'à mon avis la partie 3 n'ira pas plus loin que les flashbacks entre Yugram et Basby. Après c'est que des suppositions de ma part, aussi bien ça va bombarder et tous les rajouts auront lieu à la fin, mais j'espère vraiment pas. Et je m'attends à plus de développement sur le passé des Quincy dans la prochaine partie. Mais en ce qui concerne Mayuri, je pense qu'on est pas mal, donc c'est là-dessus qu'on va mettre un terme à cette vidéo, en espérant que vous aurez apprécié et que vous savez maintenant pourquoi je considère ce perso comme étant mon favori. Évidemment, merci à tous d'avoir regardé jusque-là, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour pas rater la suite, parce que 2024 devrait être une année de malade pour Bleach, et je pense qu'on va vraiment pouvoir se faire plaisir. Mais d'ici là, moi c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.